Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Avant de commencer, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Voilà, j'ai eu un petit pic en début de semaine. Merci à vous, merci pour votre confiance, merci bien évidemment à ceux qui me suivent depuis mes débuts, et puis merci à ceux qui me suivent depuis récemment. Merci pour votre confiance, et je tiens vraiment à souligner votre ouverture d'esprit, parce que c'est le cas, parce que vous avez décidé de vous abonner, de cliquer sur le bouton, ce qui n'est pas rien, hein, ça j'en ai conscience. S'abonner à une chaîne, on le fait pas comme ça, par magie, en un clin d'œil, ça demande un petit peu de réflexion, voilà, je comprends tout à fait, je sais ce que c'est, moi personnellement je m'abonne à presque tout, mais je sais reconnaître que justement, s'abonner à une chaîne, c'est pas rien. S'abonner un petit youtubeur qui fait des vidéos comme ça, avec une Ushanka, enfin une chapka, excusez-moi, un fond vert qui est même pas activé parce que j'ai pas assez de lumière, et voilà, dans un décor qui est vraiment, mais c'est même plus minimaliste à ce stade-là. Merci infiniment pour votre confiance, j'embrasse, voilà, je kiss tous ceux qui me suivent depuis mes débuts. Je prépare prochainement la FAQ, je sais plus comment on dit. Bref, je prépare la FAQ pour le mois de janvier, pour le 1er janvier, donc tous ceux qui m'ont envoyé des questions, ceux et celles qui m'ont envoyé des questions par mail, je répondrai, vous inquiétez pas, c'est toujours prévu, je sais que je vais faire cette FAQ pour les 5000 abonnés, mais je vais attendre pour marquer le coup de le faire pour le 1er janvier, pour bien démarrer l'année. Voilà, donc merci infiniment à vous tous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et à très bientôt pour un prochain live, celui que j'organiserai pour le 31 décembre, pour ceux qui seront là. Vous êtes les bienvenus, même si j'espère que vous aurez mieux à faire, hein, une soirée, en famille, entre amis, mais pour ceux qui n'ont rien, je serai là. Je sais que je devais pas faire de vidéo justement avant le mois de janvier, mais j'avais oublié justement qu'on a eu des séries télé en 2023. Comme il y a beaucoup de mes abonnés qui kiffent davantage les séries que les films, je leur devais une petite vidéo spéciale série. Alors bien sûr, ce top et ce flop, alors, je fais tout en une seule, hein, je vais parler d'abord des tops et ensuite des flops de cette année. Cet avis top et flop n'engage que moi et je compte sur votre avis dans les commentaires. Donnez-moi votre opinion, donnez-moi votre top 5, top 10 des séries télé de cette année, vos flops de cette année. Faites-vous plaisir, lâchez-vous dans les commentaires. Même si je réponds pas forcément, d'autres vont vous lire, d'autres vont vous répondre. Donc lâchez-vous, mon espace commentaire il est là pour s'exprimer et je tiens à ce que vous vous exprimiez. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez participer prochainement aux ateliers Discord, enfin aux tables rondes, si vous voulez parler de séries télé, de pop culture, de cinéma, de société, voilà, de sujets un peu légers, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à me contacter, on discute par mail. Si ça le fait, je vous ajoute sur le groupe Discord. C'est parti pour les lives, je vous fais rentrer parce qu'il y a parmi mes abonnés, il y a des gens qui ont énormément de choses à dire, j'ai découvert des gens juste merveilleux. Depuis, c'est bientôt presque 2 ans que j'ai démarré la chaîne. J'ai rencontré des gens fantastiques, des gens qui ont des tas de choses à apporter, des tas de choses à dire. Et voilà, je veux que cette aventure continue dans cette voie. Je veux donner la parole à des gens pour les lives, je veux pouvoir donner la parole à des gens, vous quoi en fait, parce que parmi les abonnés, parmi ceux qui me regardent, il y a des tas de gens qui ont des choses à dire, qui ont vécu des trucs, qui ont fait des trucs, et j'estime que vous méritez davantage la parole que moi. Allez, c'est parti, j'arrête de vous embêter. Let's go pour ce top flop série 2023. Pour démarrer ce top, je vais commencer par une série japonaise que je n'ai pas vue en entier, parce que je n'ai pas accroché. Alors vous allez me dire, attends, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous met une série en top qu'il n'a pas suivie, qu'il n'a pas terminée. Oui, je sais, c'est bizarre, mais parfois il y a des séries qui me plaisent, qui matchent, mais pour autant, j'ai pas envie de les finir, j'ai pas envie de continuer. Et cette série dont je vais vous parler, c'est Sanctuary, une série japonaise qui se déroule dans le monde de la... le monde des sumotori. L'histoire, c'est un délinquant japonais qui est un peu en déshérence, qui rentre dans un club de sumo, qui devient super fort, vous connaissez le principe du shonen, quoi, je veux dire, le mec qui gravit les échelons au fur et à mesure. Au début, c'est une espèce de Kaira qui sert à rien, un vrai parasite de la société, puis au fur et à mesure des combats, au fur et à mesure du monde, à force de fréquenter le monde des sumotori, il va radicalement changer, il va évoluer, il va évoluer dans le bon sens, et cette série, honnêtement, présente des tas de qualités. Alors, j'ai pas insisté sur cette série, parce que même si j'ai aimé l'esthétique, j'ai aimé le côté visuel, j'ai aimé le jeu d'acteur, j'ai tout aimé dans cette série, mais pour autant, j'ai beaucoup de mal avec les productions asiatiques, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment du mal à... Voilà, alors que je sais que je passe à côté de quelque chose. Le gros des productions asiatiques, en fait, elles sont toutes parfaites, presque, toutes extrêmement bien réussies. Et c'est presque ça qui me dérange, parce que quand je compare, je peux pas m'empêcher de comparer avec ce qu'on fait en Europe, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, les Asiatiques nous surclassent quasiment tous les niveaux, quoi. Au niveau de l'esthétique, au niveau de la mise en scène, au niveau des idées, au niveau du visuel, au niveau du jeu d'acteur. Bref, c'est presque incomparable, et donc c'est pour ça que j'ai presque un peu mal au cœur quand je regarde une série asiatique, parce que je me dis, mince, j'aimerais bien voir des trucs comme ça chez moi, quoi. Donc j'ai pas trop insisté, même si j'ai bien accroché à la série, mais bon, j'avais tellement de trucs à mater, tellement de trucs à faire, tellement de vidéos à monter, voilà, mes cours à côté, bon bref, le boulot. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé l'énergie, c'est pas une question de temps, c'est une question d'énergie, cependant, je vous la conseille parce que c'est une bonne surprise. Alors,
je l'ai mis en premier, j'en parle en premier justement parce que je l'ai pas vu complètement, mais tous les retours que j'en ai eu étaient positifs. Tous ceux à qui j'en ai parlé, qui ont regardé, ils ont adoré. Donc je pense que si vous n'avez pas encore vu cette série, je pense qu'il y a de très grandes chances pour que vous aussi vous l'adoriez. En numéro 4 de Stop, alors là, on va rester en Asie, et là pour le coup, c'est une série que j'ai vue en entier. Alors je précise que le gros des séries dont je parle, c'est des séries qui s'étalent sur 1 à 2 saisons. Moi, c'est ce que j'aime bien. J'aime pas les séries trop longues, à moins vraiment qu'elles soient de qualité du niveau de Breaking Bad, de Better Call Saul, de The Walking Dead, dans les débuts, jusqu'à la saison 5. Donc voilà, ça, c'est des séries dont je peux me permettre de regarder plusieurs saisons. Cependant, le gros des séries qui sortent, écoutez, 1, 2 saisons, pour moi, c'est le grand max. Et donc, là, pour le coup, la série dont je vais vous parler, il n'y a qu'une seule saison, une saison de 6 à 8 épisodes, il me semble. Saison juste géniale, si vous aimez les sports de combat, vous allez la kiffer. Cette série, c'est La Traque dans le sang, une série coréenne où on suit 2 boxeurs, 2 jeunes boxeurs qui au départ n'ont strictement rien en commun, enfin au départ et même à la fin, ils n'ont strictement rien en commun, mais finissent par devenir potes par un concours de circonstances. Et l'un des gars en question, l'un des boxeurs, sa mère est une petite restauratrice, elle bosse dans un petit restaurant et elle se fait bousiller son resto par des requins véreux, par des mecs qui font cribler de dettes des pauvres commerçants, des pauvres restaurateurs, des trucs comme ça. Et le fiston arrive, il met une branlée à tous les gars et de fait il se retrouve avec des emmerdes avec la mafia locale et son pote boxeur, celui avec qui il a rien en commun, va se lier à lui pour monter en l'air tous les mecs qui veulent nuire à lui, sa famille, etc. Et j'ai adoré cette série, franchement c'était beau, c'était en lien avec l'époque, parce que c'était tourné un petit peu après le Covid, donc il y a, on va dire, parce que la petite restauratrice se retrouve en galère justement par rapport au Covid, tout ça, et les mafieux ils en profitent justement pour gratter un max de pognon sur les gens désespérés, qui ont plus de thunes, qui sont endettés, tout ça. Les scènes d'action, bon, c'est un truc à l'asiatique, donc c'est un petit peu exagéré, c'est-à-dire que 2 mecs seuls, ils arrivent à foutre une branlée à 50 mecs à la chaîne, tout ça, mais c'est tellement beau, c'est tellement propre, c'est tellement bien fait que j'ai tout gobé sans poser de questions, j'ai enchaîné les épisodes les uns après les autres, j'ai beaucoup plus accroché que Sanctuary, même si je reconnais que Sanctuary est presque du même niveau concernant la qualité visuelle, esthétique, jeu d'acteur, etc. Mais personnellement, j'ai plus d'affinité pour La Traque dans le sang, parce que comme c'est de la boxe, je connais un tout petit peu, donc ça me parle plus que le sumo, mais quoi qu'il en soit, c'est une série dont je voulais vous parler, une série qui je trouve a été trop sous-cotée, qui est passée carrément à la trappe, donc je vous la conseille, si vous aimez les séries asiatiques, n'hésitez pas à mater La Traque dans le sang. Là encore une fois de plus, ça fait très mal quand on voit le niveau de qualité de ce genre de série par rapport aux nôtres, et je tiens à souligner quand même que Netflix ne produit pas que des navets, que des trucs nazes. En termes de films, c'est vrai qu'on n'a pas eu grand chose de propre, mais en termes de séries, généralement, ce qu'ils nous proposent, c'est quali. Je rappelle que c'est grâce à Netflix que j'ai découvert Breaking Bad, Better Call Saul, on peut trouver The Walking Dead sur cette plateforme, donc pour ceux qui veulent revoir les premières saisons, directement, go Netflix. Puis bon, c'est grâce à Netflix que j'ai découvert Sanctuary, donc La Traque dans le sang. Je vous la conseille, vraiment, série que vous allez avaler comme ça, sans problème, vraiment, belle esthétique, beau jeu d'acteur, belle scène d'action, des scènes émotionnellement bien gérées, bref, c'est une série dans la pure tradition des productions coréennes de qualité, je recommande sans vergogne. Donc l'autre série que j'ai bien kiffé sur Netflix, Tapi, grosse surprise, et pourtant je m'attendais à un truc complètement naze. Je m'attendais à quelque chose de très cliché, de très lourd, de très, on va dire, je sais pas, comme on fait généralement en France dans les biopics, par exemple, des biopics comme Clo-Clo, ça m'avait bien saoulé. Le biopic sur Mesrine, j'avais bien kiffé la première partie, mais beaucoup moins la deuxième, qui était un peu trop américanisée pour moi. Bref, j'ai remarqué que dans les biopics en France, ça veut trop en faire, ça veut en faire des caisses, alors que là, c'était maîtrisé du début à la fin, et j'étais vraiment foudroyé par le jeu d'acteur de Laurent Lafitte, qui vraiment, oui, j'ai presque cru voir nanar à un moment, à certaines scènes. Et donc, ce qui est bien avec cette série, c'est que c'est une série qui n'est pas juste linéaire, qui suit simplement une simple ligne directrice, c'est que chaque épisode propose une sorte d'ambiance, un tempo différent, et j'ai vraiment été capté par bon nombre de scènes, notamment le rapport que Nanar a avec son père, le rapport qu'il a à la fin avec le flic, avec le procureur, dans l'espèce d'interview qu'il y a dans le bureau, qui s'étale sur presque la moitié de l'épisode. Vraiment un grand jeu d'acteur. Là il faut reconnaître que je tape souvent sur le cinéma les séries françaises, mais de temps en temps on fait des trucs de propre, on va pas se mentir, et là, Tapi pour moi était la série française de l'année. Et je peux reconnaître aussi, je peux me rappeler aussi de plein d'autres scènes, notamment la scène du premier baiser avec Nanar et sa femme, quand Lafitte il accompagne sa copine, sa future femme dans ce quartier de Paris, là, scène juste parfaite, pas de musique, des silences, que des jeux de regard, c'était intense, c'était beau, et ça faisait longtemps, très longtemps, que j'avais pas vu ça dans une série française. Bref, Tapi, je recommande, une série qui soulève pas mal de questions, justement, qui montre bien le parcours que ça a été pour un prolo comme Tapi, pour s'élever dans le monde du business, pour apporter sa vision, et Tapi, pour moi, est un visionnaire. On peut lui reprocher des tas de choses, mais c'est un petit peu notre Trump français, dans un autre genre, dans un autre style. Et le truc qu'il avait pour lui, alors je sais que
C'est un individu qui divise énormément, et je peux comprendre, parce que moi-même j'ai été un anti-Tapi pendant des années, et c'est après sa mort que je me suis dit que j'ai eu un peu de... Je me suis dit, merde, finalement ce gars-là, il avait des tas de trucs à nous apprendre, il avait des tas de trucs à nous montrer, c'était un type qui était très inspirant pour les jeunes, parce qu'il a tenté des trucs de dingue. Oui, il a fait des conneries, oui, il a pas fait des trucs fantastiques, mais comme il le dit très bien, lui, il a démarré tout seul, sans l'aide de qui que ce soit, et démarrer dans la vie tout seul, je vais pas dire que c'est impossible, mais c'est très dur, quand vous n'avez pas les réseaux, quand vous n'avez pas la famille, quand vous n'avez pas les connaissances. Voilà, c'est autant vous dire que c'est comme lutter, c'est comme je sais pas, c'est comme nager au milieu de l'océan Pacifique, quoi. Et le truc, c'est que j'ai bien aimé cette vision de comment est montré Bernard Tapie, comment il voyait les choses de l'intérieur. Et il faut soulever que ce mec-là était un visionnaire. Je rappelle qu'à cette époque-là, on était dans les années 70-80. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous les influenceurs, il n'y avait pas tous les mecs qu'on voit fleurir sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, qui vous parlent de business, etc. C'était novateur, c'était visionnaire ce qu'il faisait, comment il s'appelle, Nanar à l'époque. Et c'était pas un fils de bourge, c'était pas un fils d'eux, c'était un fils d'ouvrier, enfin un fils de prolo, qui avait une vision, qui a voulu voir loin, qui a été loin, qui a été très loin. Alors je sais que cette série a pas mal divisé, notamment du côté de la famille de Nanar, parce que beaucoup vont dire « Ah mais non, c'était pas comme ça, ceci, cela, machin ». Je peux comprendre, seulement c'est une série, une fiction ne peut pas être complètement raccord avec la réalité. Cependant, cette série, j'estime, n'a certainement pas porté préjudice à la mémoire de Bernard Tapie. Moi, ça me l'a pas rendu plus antipathique, ça me l'a pas rendu plus négatif, ça me l'a pas rendu, voilà, plus mauvais ou je sais pas quoi. Bref, j'ai passé un bon moment dans cette série, ça m'a fait pas mal remettre en question qui était Bernard Tapie. Et donc, je vous invite à regarder cette série, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, du point de vue de l'esthétique, du point de vue de la photographie, du point de vue de la mise en scène, du point de vue de la musique, c'était parfait. Autre série Netflix, forcément, fallait que j'en parle, One Piece. Bah ouais, One Piece. Alors, c'est d'autant plus marquant que moi j'en parle, étant donné que, comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis pas un fan de trucs asiatiques, je suis pas un fan d'anime, et surtout, je suis pas un fan de manga. Les mangas, pour moi, c'est un peu... C'est pas mon truc, c'est pas mon délire, même si je peux entendre des gens qui me parlent de yoga pendant... de yoga. Je peux entendre des gens qui me parlent de manga pendant des heures. J'ai eu souvent des discussions avec des fans de manga. En fait, c'est que moi, j'en parle pas, mais je peux écouter pendant des heures les fans qui m'en parlent, parce que les gens passionnés, bah c'est passionnant, c'est presque aussi passionnant que l'art en lui-même, et je me suis surpris des fois à écouter des vidéos, écouter des mecs qui parlaient de manga, alors que j'en ai strictement rien à secouer personnellement. Les seuls mangas qui m'ont marqué dans la vie, c'est Mozart Sarah, j'avais adoré ce manga, un petit peu Akira aussi, mais globalement je suis pas un gros fan, mais cependant je suis plus fan en fait des fans de manga, quoi, allez comprendre. Et donc One Piece, même si je connais vaguement la série, l'anime, même si je suis pas un grand aficionados, même si je ne connais pas tout par cœur, bah, j'ai été marqué par cette série, qui était vraiment sympathique. C'était une série pleine de good vibes, pleine de couleurs, pleine d'aventures, et ça nous manquait. C'était un truc qui manquait, surtout les séries de type pirate. Moi, c'est un truc que j'aime bien, les trucs de pirates, les films de pirates, tout ça. D'ailleurs, en comparaison, je peux appuyer l'excellente série Black Sail, j'allais dire Black Snail, l'escargot noir, Black Sail, une très bonne série justement sur les pirates du XVIIe siècle ou je sais plus quoi. Bref, c'est une série que je vous conseille, mais pour revenir à One Piece, pour moi c'était une des bonnes surprises de 2023. La plupart des fans de One Piece n'ont pas été choqués, n'ont pas détesté, la plupart même ont kiffé cette série, donc franchement One Piece il méritait largement d'être dans ce top. Croyez-moi, c'est très rare quand je passe un bon moment devant un truc qui est adapté d'un manga, quoi. Donc c'était, fallait que je le souligne, fallait que je le soulève. Donc encore une fois de plus, les gars, merci Netflix pour avoir produit ce petit bijou. Et enfin pour terminer, alors là c'était ma série coup de cœur de l'année, là pour le coup on quitte Netflix pour aller sur Prime, j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait 2 vidéos là-dessus, donc je vais pas vous ressouler avec ça, c'est Alphonse. Une des séries les plus touchantes que j'ai vues, et j'en attendais pas autant d'une série française. Franchement on a eu du bol, hein. Cette année 2 petites séries françaises d'une saison, Tapi et Alphonse. Et là pour le coup, grande surprise, j'attendais pas ça de Nicolas Bedos, et j'ai été vraiment touché, vraiment, j'ai pleuré à quelques scènes, je vais pas vous mentir, parce qu'il y a comment dire... Cette série vraiment synthétise, alors après je sais qu'on peut parler du créateur Nicolas Bedos qui est un petit peu dans le tourment actuellement par rapport aux accusations qu'il a sur la tronche, cependant je dois reconnaître que cette série m'a vraiment touché, m'a vraiment ému. C'est une déclaration d'amour aux femmes, cette série, quoi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ça, mais beaucoup de meufs à qui j'ai parlé, surtout des meufs qui sont adultes, qui ont passé la trentaine, elles ont toutes kiffé cette série, quoi. Elles ont toutes ressenti, on va dire, parce que c'est une série d'émotions en fait, je savais quoi, je veux pas trop en dire, parce que sinon je vais m'étaler sur 15 plombes, et puis surtout que je suis en freestyle, je suis en mode impro, j'ai déjà tout dit dans mes deux critiques sur Alphonse, cependant, voilà, allez, on va rester dans les grandes lignes, très bon jeu d'acteur de Jean Dujardin, franchement j'en espérais pas autant de lui, excellent Pierre Arditi, vraiment, mais vraiment surpris, quoi, parce que d'habitude j'étais habitué à le voir dans des trucs sur TF1, des petites séries, bon, sans intérêt, mais là je l'ai trouvé incroyable, vraiment très bon, il a su apporter de l'épaisseur à son personnage, vraiment...
vraiment un daron avec du coffre, avec une vision, avec une âme, avec une personnalité, vraiment bourré de sensibilité, bourré de subtilité, très pertinent sur pas mal d'aspects, notamment comment il montrait le jeune de la bourgeoisie qui vit racaille pour un peu gommer ses origines sociales privilégiées, et puis le mec qui veut la jouer en mode Kaira wesh pour jouer les durs. Enfin ça, j'ai bien aimé ce petit passage parce que j'en ai connu plein qui étaient comme ça. Je ne parle même pas des nombreuses vieilles dames mises en valeur dans cette série, où justement on découvre autre chose, c'est-à-dire la sexualité du côté des femmes du troisième âge, quoi. Mais sauf que là, c'est montré non pas de façon vulgaire, de façon trash, de façon ridicule, de façon grotesque ou de façon moqueuse. Non, là c'est montré avec une forme de subtilité, une forme d'humanité, une forme de respect. Et ça, c'est ce que j'ai aimé dans cette série, et j'estime qu'on n'a pas eu assez de séries comme Alphonse. Donc merci Nicolas Bedos pour cette série qui a eu un final assez surprenant, assez téléphoné et surprenant. Cependant, j'ai tout poncé de A à Z pour cette série. Vraiment, il y a des tas de scènes qui sont restées gravées là-dedans, et je vous la recommande d'urgence. Alors après, tout dépend de votre vision du monde, votre vision de la femme, votre vision du relationnel, etc. Je pense que si vous êtes trop jeune, vous n'allez pas kiffer, mais si vous avez passé les 25 ans, il y a des chances que cette série vous plaise. Donc je voulais en parler. Merci Bedos pour cette série, merci Dujardin, merci Arditi, merci même Charlotte Gainsbourg, qui d'habitude me fait un effet de... Genre c'est comme Marion Cotillard, quoi. J'ai beaucoup de mal, et cependant là je l'ai trouvée géniale, j'ai trouvé excellente, et voilà, je pourrais encore m'étaler pendant des plombs, mais je vais en rester là. Quoi qu'il en soit, je vous conseille d'urgence la série Alphonse, et surtout dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Personnellement, tous ceux et celles à qui j'en ai parlé, ça a fait l'unanimité. Bon allez, maintenant on a parlé des tops, maintenant on va parler des flops, parce que là aussi il y a beaucoup de choses à dire. On va démarrer avec une série qui m'a bien déçu, c'est Fubar, donc la série avec Schwarzenegger. Alors Schwarzenegger, on sent très bien que là c'est une espèce de... C'est l'éternelle confrontation entre Stallone et Schwarzy, quoi. Stallone a sorti en 2022 l'excellente série Tulsa-King, une série de Sheridan, je me souviens plus de son prénom, mais bon, en gros, c'est le mec qui a fait le film, là, Comment Sharia, puis qui a fait la série Yellowstone, qui est cool, mais qui devient redondante à force. Enfin, j'ai développé peu d'attachement pour les personnages principaux de Yellowstone, mais par contre, son Tulsa King, j'ai bien kiffé. Vraiment, belle production, puis surtout, c'était génial de voir Stallone dans une série comme ça, puis il a toujours la pêche à 75 balais, toujours aussi surprenant, toujours aussi cool de le voir, et on sent bien que Schwarzy a voulu faire un petit peu pareil, il a voulu faire sa série télé, sauf que là, pour le coup, Netflix, pas proposé grand-chose de ouf, parce que la série n'a pas grand-chose en soi à apporter d'incroyable. En plus, la série est ultra cliché. Donc, l'ex-agent de la CIA à la retraite qui apprend que sa fille est... Wow, gros suspense, sa fille est aussi de la CIA. Bon, bref, déjà, dès que j'entends ce scénario, je suis comme ça. Tout ce qui tourne autour de la CIA, FBI, machin, agent secret, moi, je sature. On en a trop bouffé dans les années 2000. Là, ils ont voulu faire un revival avec Schwarzy, justement, que j'ai trouvé plutôt moyen, vraiment... C'était pas vraiment ouf, la photographie était vraiment... Ça faisait presque pauvre, en fait. Ça faisait une série qui... Enfin, j'ai du mal à concevoir qu'on ait mis du budget dans cette série, quoi. J'ai été assez désagréablement surpris, j'ai pas ressenti grand-chose. J'ai consommé les premiers épisodes en mode sans trop réfléchir, sans trop poser de questions. Ça m'a pas du tout marqué, ça m'a pas transcendé, donc pour moi c'est un flop, parce que c'est une grosse déception. Parce que c'est quand même les dernières années où on voit Schwarzy, où on voit Stallone. La première série, peut-être la dernière, de Stallone, était géniale. La première série, peut-être la dernière de Schwarzenegger, était vraiment passable. Et pour un monstre sacré comme Schwarzenegger, je suis assez dubitatif, je suis assez déçu. Même si en soi, j'en attends pas autant de Schwarzenegger, parce qu'avec tout le respect que j'ai pour lui, pour moi, je considère qu'en termes d'acting, il est très 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 en deçà de Stallone. Qu'on le veuille ou non, je suis désolé, Stallone est un très grand acteur. À combien de moments, dans combien de films Schwarzenegger vous a fait pleurer, par exemple ? Aucun. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui ont pleuré devant un film de Schwarzenegger. Alors que moi, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps dans Rocky 1, Rocky 3, le dernier Rocky, enfin Rocky Balboa, et j'ai également pleuré devant First Blood. Stallone, c'est déclencher des émotions qui vous touchent là, directement. Alors que Schwarzenegger, c'est plus en mode gros biscotte pour bourra tout casser. Voilà, c'est... Alors oui, je sais, c'est un peu cliché la façon dont je le dis, c'est un petit peu insultant, mais vous m'avez compris. Je dis pas ça de façon péjorative. Hein ? On se comprend tous les deux, hein. Alors voilà, une autre série qui m'a bien déçu, je m'y attendais pas, c'était Lucky Hunk, avec Bob Odenkirk. Je l'ai bien prononcé, donc l'acteur connu naturellement pour son Better Call Saul, enfin Saul Goodman pour les intimes. Wow, j'ai jamais vu une série aussi prétentieuse, ça ne disait absolument rien, quoi. Cette série ne plaira, je pense, qu'aux professeurs d'université, quoi. J'ai l'impression que c'est une série vraiment, un produit de commande, conçu pour plaire uniquement qu'aux profs de fac, parce que c'est de l'humour de prof de fac, c'est des situations de prof de fac, c'est une ambiance de prof de fac. Bref, moi ça me parlait pas du tout, quoi. Alors ça me parlait pas à moi, et ça parlait pas à beaucoup de monde, et j'ai lu beaucoup de critiques justement plutôt négatives par rapport à cette série, parce que, et d'ailleurs, si vous remarquez bien, parce que j'entends les critiques positives, non, moi j'ai adoré, d'accord les gars,
c'est votre avis, comme c'est mon avis. Cependant, quand on fait le ratio global, on s'aperçoit que Loki Hank, plus personne n'en parle. Ça a fait un petit peu bruit au début, notamment au niveau de la bande-annonce, quand on voit Dunkirk se faire emmerder, embrouiller par Loi, mais à part ça, presque plus rien, quoi. Et franchement, j'ai failli mourir d'ennui, vraiment, j'ai failli crever d'ennui devant Lucky Hank. Donc, personnellement, pour moi, c'est une grosse déception. En soi, en termes d'esthétique, de mise en scène, de photographie, bon, excusez-moi, je radote, mais à ce niveau-là, c'est propre, rien à dire. Au niveau du jeu d'acteur, c'est correct, c'est cohérent avec l'univers, et ça propose rien, quoi. Ça met 15 plombes avant de démarrer, pour finalement donner sur rien. La seule scène intéressante qu'on aura vue, c'est quand Odenkirk se fait coincer les espèces de machins à du carnet dans le pif, et son embrouille avec Loi, c'est tout ce qu'il y a à retenir de cette série. Le reste, c'est... Voilà, les tribulations psychologiques d'un quadra, enfin d'un quinca, prof de fac, voilà, qui se remet en question, qui se pose des questions sur sa vie, machin, mais pas avec le côté profond, fun et humain, comme on a eu droit par exemple dans American Beauty de Sam Mendes. Honnêtement, si vous devez troquer une œuvre comme Lucky Hank, par exemple, si vous voulez voir un film sur un mec en crise de la quarantaine, cinquantaine, machin, écoutez, vous embêtez pas à siffler 6-8 épisodes de cette série, matez plutôt ou rematez American Beauty, c'est tout aussi propre, c'est tout aussi bien, c'est tout aussi inoubliable, enfin c'est carrément inoubliable en comparaison avec Lucky Hank. Bref, pour moi, grosse déception parce que je ne comprends pas pourquoi un mec comme Bob Odenkirk a accepté de cachetonner là-dedans, et surtout a accepté de réduire son aura, son personnage à ça. Alors c'est bien parce que il a su changer de rôle, passer à autre chose, il n'est pas resté coincé dans sa zone de confort de Saul Goodman. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il sait être éclectique, on l'a bien vu par exemple dans Nobody, vraiment c'était excellent de le voir là-dedans, dans un film d'action bourrin, même si le film était assez passable sur pas mal de plans. Bref, quoi qu'il en soit, c'était cool de le voir dans autre chose, seulement la série, le problème c'est pas lui, c'est l'histoire, c'est la mise en scène, c'est comment sont imbriqués les gags, bref, j'ai pas accroché du tout. Autre série vraiment décevante, c'est Citadel, qu'on a vu sur Prime. Alors écoutez... Alors en gros, la valeur ajoutée de cette série, c'est le budget juste délirant et le fait que ça a été produit par les frères Russo. Wow! Alors écoutez-moi bien, c'est un conseil. Quand vous entendez qu'une série ou un film est produit par quelqu'un de connu, fuyez! Ça veut dire que ça va être naze, dans la plupart du temps. Parce que c'est pas parce que une personnalité comme Scorsese, Ridley Scott, machin, ou un tel produit quelque chose que le produit en question va être super. C'est souvent même tout le contraire, parce qu'il mise à fond sur le produit par Steven Spielberg, produit par un tel, produit par bidule, puis finalement quand tu regardes le film, ah bah ouais, c'est produit, mais c'est certainement pas réalisé par. Donc là, Citadel, je suis tombé en mode dedans, là c'était le grand plongeon quoi. Je m'attendais à quelque chose d'incroyable, parce que bon, les frères Russo, c'est Endgame, c'est Avengers, tout ça, sauf que là, non, série d'espionnage typique, avec des scènes d'action d'une mollesse incroyable, hallucinant qu'en 2023, on produise des trucs pareils en termes de baston, en termes de chorégraphie, des trucs comme ça. Les seuls plans intéressants, c'est les jolis plans de ville, etc., parce qu'on sent bien que le gros du budget est passé là-dedans, parce qu'on voyage, hein, comme tous les agents secrets, ça bouge de partout, sauf que, est-ce que ça en suffit pour en faire une série inoubliable? Non. Très vite, vous allez sentir que c'est lourd, parce que on a déjà vu ça 10, 15, 20, 30, 50, 100 fois dans les films d'action, les films de super-héros, les films d'espionnage, machin. Enfin, aucune originalité, aucune valeur ajoutée, une affiche très pauvre malgré le budget, et puis surtout une mise en scène très pauvre malgré le budget. Bref, grosse déception, j'ai pas compris, parce qu'on parle souvent des séries qui sont ratées, mais souvent les séries ratées sont ratées parce qu'il y a eu un manque de budget, un manque de travail, un manque d'écriture. Sauf que là, un manque d'investissement au niveau de l'écriture, je veux dire, sauf que là, il y a eu énormément de pognon, énormément de budget, on sent bien qu'ils ont voulu tenter quelque chose, mais sauf que non, ça prend pas. Critique unanimement négative pour ce truc, et je ne peux qu'aller dans ce sens. Autre série, bien sûr, un gros flop de l'année, même si je m'y attendais, je parle bien sûr de Daryl Dixon, The Walking Dead, série spin-off de The Walking Dead. The Walking Dead, pour moi, si vous avez l'habitude de me regarder, vous savez très bien ce que j'en pense. Pour moi, la série est morte à la fin du dernier épisode de la saison 5. Après, ça a été une longue descente aux enfers. Ça s'est encore plus aggravé avec les spin-offs, World Beyond, Tales, Fear of the Walking Dead, quoi d'autre encore, qu'est-ce qu'on a eu, Dead City, pareil, en début d'année, Dead City, tiens, j'aurais pu le mettre aussi dans le top flop, mais je trouve que Daryl Dixon surclasse encore tous ces trucs-là, parce que d'une, ça se passe en France, on est ridiculisé, parce que les Français sont montrés comme des mecs qui sont habillés comme des résistants de la Seconde Guerre mondiale, les gens se tirent dessus avec des mousquets, sont habillés comme ont des réflexes de paysans du Moyen-Âge, bref, je m'attendais presque à voir des pirates débarquer sur la scène, oh là, moussaillon, je veux dire, c'était ridicule, quoi, je veux dire, les mecs avec des mousquets, les fringues de 39-45, la façon dont les Français sont montrés, bref, cette série, pour moi, c'était une torture mentale et physique, parce que franchement, j'ai ressenti presque de l'insulte, quoi, parce que je vous dis, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je vais pas revenir dessus, mais pour moi, cette série est presque un gros fuck à la France, on va pas se mentir, je ne comprends pas je comprends pas comment ça se fait qu'une série pareille a marché. Alors après, je sais que les gros fans de The Walking Dead passé la saison 5 sont pas trop exigeants,
Seulement, il y a des limites quand même, quoi. Alors ok, c'est cool de nous avoir montré quelques plans sympas du Mont-Saint-Michel, de Marseille, tout ça, de Paris, c'était cool. Mais de là à qualifier ça comme un chef-d'œuvre, non merci, quoi. En tout cas, pour moi, cette série, ça a été vraiment une épreuve, quoi. Chaque épisode, c'était maté, je matais ça avec une certaine forme de souffrance et d'amertume, à me demander pourquoi je regardais ça. Et bref, le pire là-dedans, c'est qu'il y aura une saison 2, quoi. Une saison 2, mais qu'est-ce qu'il y aura de plus à proposer, quoi. Bref, on verra bien. Je m'attends à il n'y a aucune raison d'attendre que ce soit mieux que ce qui a été produit là, donc bref, en tout cas, pour moi, ça a été une des plus grosses déceptions de l'année. Le pire, c'est le budget qui a été mis là-dedans, la com qui a été mis là-dedans, pour finalement pas grand-chose, rien d'inoubliable, à des années-lumière de ce qu'on avait vu dans les premières saisons de Walking Dead. Donc voilà, pour moi, gros flop auquel je m'attendais largement, flop que je mets au même niveau que Dead City, qui pour rappel est sorti web cette année même. Donc on peut dire qu'on aurait eu de la chance, hein. Les fans de The Walking Dead, depuis 2015, on prend très cher, hein. Ça n'arrête pas, quoi. C'est entre la série qui s'est terminée lamentablement jusqu'à l'ultime saison 11 catastrophique avec son final juste délirant et insultant pour le gros de la communauté des fans de la série, puis du comics, sans parler de tous les spin-offs, là on peut dire qu'on est gâté, hein. Vraiment combien de temps ça va durer, j'en ai aucune idée, mais en tout cas on en a encore pour un petit moment, étant donné que l'année prochaine on va se farcir le spin-off sur Michonne et Eric, et après on aura encore la saison 2 de Daryl Dixon. Bref, ils vont exploiter le filon jusqu'au bout, et nous aussi on dirait bien. Et enfin, pour terminer, pour moi la série flop de l'année, aussi c'est comme pour tous les autres, c'est qu'il y a eu du budget, énormément de budget pour pas grand-chose. The Last of Us, et oui, je sais, oui, certains d'entre vous ont kiffé cette série. Je vous entends. Et moi-même, je l'ai kiffé. Enfin, du moins, j'ai kiffé le premier épisode, qui était juste génial. Le premier épisode avec Loot Break, vous savez, où il y a les infectés qui arrivent, tout ça. Le début avec l'acteur qui jouait, comment il s'appelle, qui jouait Jonathan dans La Momie, quand il explique sur le plateau télé qu'en gros, ce qui risque de nous niquer dans le futur, c'est les champignons. J'ai adoré cette scène. J'ai été terrifié quand il... En plus, très bonne version française pour le coup. J'ai été terrifié pendant cette scène. Dans mon plumard, j'ai regardé la série, et j'avais, vous savez, ces frissons qui se déclenchent de la colonne vertébrale quand vous écoutez un truc qui vous fait flipper. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Un truc post-apocalyptique qui fait peur. Et là, l'arrivée d'un champignon qui va terrasser la planète. Ça, j'ai kiffé. Cependant, le premier épisode était très bon, je trouve, hein, l'outbreak qui se met en branle, tout ça, les infectés dans les rues, j'ai trouvé ça génial. Le plan sur les avions qui se succèdent pour vous montrer à quel point c'est la panique, à quel point c'est la catastrophe, absolument partout. J'ai adoré ça. Seulement, au fur et à mesure qu'on avance, passe l'épisode 2, là ça devient très compliqué. L'épisode 2 d'ailleurs avait très bien démarré avec, pareil, la scène de pré-crédit. On voit la chercheuse dans je sais plus quel pays indonésienne qui se fait choper par le colonel, et puis voilà, ils expliquent en gros ce qui se passe, et la nana elle dit non mais c'est bon, bombardez tout, c'est foutu, quoi, on peut rien faire. Là, franchement, je me souviens, j'avais eu quand elle avait dit ça, bam, la scène où elle dit bombardez tout, mes yeux se sont fermés en mode oh non putain. C'est-à-dire que vraiment j'étais investi, quoi. C'est pour vous dire à quel point j'étais investi dans cette série, j'y croyais. Je croyais même à Ellie, j'ai fini par y croire, vous vous rendez compte, j'ai fini par croire à Bella Ramsey. Et puis est arrivé l'épisode 3, 4, 5, 6... Voilà. Où est passé le pognon? Enfin, c'est incroyable. Tout ce budget pour ça, il n'y a que 4 épisodes où on voit des infectés. Et encore, 2 où on en voit beaucoup. Le reste, ils sont vraiment ils sont anecdotiques. Et je ne parle même pas de ce délire autour de l'infection qui se... Alors après, moi, j'ai rien contre l'idée du fungus qui se développe dans le corps. Je trouvais ça génial, hein, quand la meuf, elle ouvre l'épiderme et puis que tu vois les champignons, l'espèce de fungus là, qui est développé sous la peau. J'ai trouvé ça génial. Mais alors le coup du fungus qui sort de la bouche là et que l'autre il roule une pelle à la meuf là, pour la contaminer, j'ai trouvé ça très grotesque, il y a plein d'incohérences, plein de scènes auxquelles on ne croit pas, le jeu d'acteur est moyen, j'ai détesté Ellie, forcément, je m'en cache pas, hein, j'ai le droit de le dire, quoi. Surtout en version originale où la meuf est d'une vulgarité absolue, mais vraiment c'est, oh mon dieu, c'est, là c'est toujours, ouais, fuck, oh mais c'était insupportable, vraiment, je vois pas comment on pouvait s'attacher à cette gamine, cette ado, enfin même pas, c'est quasiment une adulte, parce qu'elle a 19 ans dans la réalité, et ils ont voulu nous la faire passer pour une meuf de 13 ans, ouais, d'accord, on y croit, ça a été une grosse déception, quoi. Énormément de pognon, tout ce budget mis là-dedans pour pas grand-chose. Le seul truc vraiment que j'ai trouvé réussi là-dedans, c'est le côté vraiment pauvre. C'est-à-dire que ils auraient dû encore plus capitaliser là-dessus. C'est parce que ça, le problème avec cette série, c'est que ils ont suivi le fil rouge du jeu vidéo. Ça n'a aucun intérêt. Ok, suivre le fil rouge du jeu vidéo, c'est bien, à savoir le daron qui escorte une gamine. Ok, pourquoi pas, on a eu l'épisode avec Franck et son mec, là, dans le 3e, qui c'était intéressant. Seulement... ça aurait été mieux de montrer autre chose, comme par exemple l'épisode très malaisant où on voit Ellie et sa copine là, qui dans le centre commercial. Enfin, j'ai ressenti aucune alchimie avec ces meufs, rien du tout, enfin entre ces nanas-là. Et puis,
Ça aurait été bien d'innover, de proposer autre chose, comme par exemple, j'aurais bien voulu voir un épisode plutôt centré sur Joel, où Joel se casse d'Austin, au Texas, pour se retrouver à Boston. Ça aurait été bien de montrer les débuts de l'épidémie, quand on le voit en dépression parce qu'il a perdu sa fille, ou je veux dire, où il est en galère avec les survivants, où ils se battent pour à bouffer. Ça aurait été très bien, parce que le point fort de cette série, c'est qu'il y avait au moins le réalisme. On n'avait pas affaire à la violence comme dans les jeux vidéo, qui est vraiment une violence très graphique, très vénère, très sanglante, où il y a des têtes qui volent, des trucs comme ça. Non, non, là c'est violent, mais c'est de la violence réaliste, c'est-à-dire qu'un mec prend une balle dans la tête va pas exploser, quoi. Il va y avoir juste un trou terminé, comme dans la vraie vie, quoi. Il va y avoir un impact, basta, quoi. Ils n'ont pas exagéré les côtés gore, et ça j'aimais bien. Plus le côté, l'apocalypse n'a pas eu lieu en 2013, mais en 2003, donc on est resté coincé finalement début 2000, fin 90 au niveau des fringues, de la technologie, tout ça. J'ai trouvé ça assez original, et moi j'aurais bien voulu qu'ils capitalisent à fond là-dessus, sur le côté galérien des survivants, le côté galère pour bouffer, pour survivre. Ça a été un petit peu montré au début, on ressentait bien cette pauvreté, cette absence de production, cette absence de moyens, etc. Qu'à un moment, au début, vous voyez, il y a Joel qui marche dans la rue, puis vous voyez une espèce d'étal, où il y a des mecs qui donnent, qui échangent des lacets de chaussures qui ont des tickets de rationnement, des lacets de chaussures, vous imaginez? À un moment, vous voyez les gens qui s'apprêtent à être pendus, et ils sont attachés les mains avec des morceaux de plastique, des morceaux de sacs plastiques, c'est pour dire à quel point c'est la galère. Plus rien n'est produit, plus rien n'est construit, étant donné que la moitié de la planète, enfin la moitié, plus de 90% de la planète est foutue et hors service, hors circuit, et le reste de la civilisation subsiste avec une junte militaire qui est obligée de maintenir tout ça au pas, à coups de trick, pour pas que tout se barre en couille. Enfin, on tenait quelque chose d'incroyable, quelque chose de fantastique, montrer la galère que c'est pour les survivants dans ce monde-là, sauf que non, ça s'est pas attardé là-dessus, on s'est attardé exactement comme dans le jeu vidéo, l'histoire entre Joel et Ellie, dont on n'a strictement rien à secouer, parce que ces deux-là, je n'ai ressenti aucune émotion entre eux, presque aucune alchimie, même si j'ai bien aimé la prestation de Pedro Pascal, cependant, moi, j'ai vraiment un rejet complet pour Bella Ramsey, dans tous les rôles qu'elle aura pu jouer d'ailleurs, c'est pas que pour celui-là, et sans parler de sa voix, bien sûr, sa voix d'écossaise qui est atroce, et pour revenir donc, il y a ça, puis qu'est-ce que je peux ajouter d'autre, les infectés qui vont trop vite, on se croyait dans World War Z, c'était beaucoup trop radical. Par contre, je dois noter que la scène où tous les zombies sont pareils, la scène où tous les infectés sont planqués dans le trou, j'ai pas trop compris, c'était un peu what the fuck, mais j'aurais aimé en savoir un peu plus sur comment ils se sont retrouvés dans le trou, comment les soldats, la Fedra les a envoyés là-dedans, l'histoire du trou, là, qui s'affaisse, c'était génial, on tenait quelque chose. Même si j'y croyais moyen, je trouvais ça bizarre, l'histoire du champignon qui communique un peu partout sous la terre, enfin, pas mal d'éléments assez négatifs, pas mal de scènes rushées, plus on avançait, plus on sentait bien que les réalisateurs des épisodes, machin, ils étaient à bout de course, ils n'en pouvaient plus, donc ils ont raccourci au maximum les épisodes au fur et à mesure qu'on avançait. La scène finale où Joel dégomme tout le monde, j'ai trouvé ça grotesque, enfin bref, il y a beaucoup de points négatifs de cette série, dont je pourrais encore parler pendant des heures, et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Bref, j'en dis pas plus, mais pour moi, ça a été un des plus grosses déceptions de l'année, excusez-moi. Allez, je m'arrête là. Donnez-moi votre avis, quel est votre top, quel est votre flop, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, est-ce que dans les séries que j'ai critiquées, est-ce qu'il y en avait que vous aimez, est-ce que dans les séries que j'ai aimées, est-ce qu'il y en avait que vous aimez pas? Bref, faites-vous plaisir, lâchez-vous dans les commentaires. Je le redis encore pour ceux qui ont l'habitude de me regarder et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous, merci. Et les nouveaux, ceux qui débarquent, n'hésitez pas à checker mes autres vidéos. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao et bonne fête.